Bonjour, aujourd'hui on est avec Thomas Wilson pour le projet Portrait de science. Puis Thomas Wilson, il est directeur artistique chez Binox. Moi, je vais poser quelques questions à Thomas Wilson. Bon. Ouais. Concrètement, c'est quoi tu fais dans ton travail? Qu'est-ce que vous faites dans ton travail? C'est une grosse question. Ouais. Et d'abord, on va se dire dessus. On va régler ça, oui, on va régler ça en partant. J'ai un certain âge, mais je suis quand même pas vieux. Ouais. Bon, donc, qu'est-ce que je fais dans mon travail? C'est une question de développement, ça, parce que j'ai été longtemps directeur créatif. Maintenant, je travaille comme directeur artistique, mais si on décrit un peu le rôle du directeur créatif, c'est la personne qui détermine la vision d'un projet. Okay? Donc, c'est vraiment la personne qui, exemple, on va prendre quelque chose de très concret, on travaille sur un projet comme Spider-Man, on vient de livrer. Quand on décide de travailler là-dessus, ben, on se tourne vers moi et on dit, ça va être quoi le jeu? À quoi ça va se ressembler? Donc, mon mandat, en fait, c'est de définir la vision, puis de dire, OK, le jeu qu'on va faire va ressembler à ça. Puis, de maintenir cette ligne-là jusqu'à la fin pour faire le meilleur jeu possible. Le scénario aussi? Oui, ben, le scénario, c'est plusieurs personnes qui sont impliquées, mais mettons d'un point de vue gameplay, puis look, en fait, moi, mon rôle, c'est de m'assurer que le jeu il est beau, puis il est fun. En gros, c'est ça. Puis le rôle du directeur artistique, comme je fais maintenant, c'est de m'assurer que le jeu est beau. Fait que il y a d'autres personnes à ce moment-là qui sont en charge de définir le gameplay. Mais ma responsabilité, en gros, se situe là. Donc, après ça, tous les éléments de scénario, les éléments de construction de niveau, les choix des boss, le choix du type de jeu, tout ça est déterminé par la nature du jeu avec qui on travaille. Si on fait un jeu avec Spider-Man, on sait que ça va être un jeu de super-héros. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire le meilleur jeu de super-héros possible? Fait que moi, quand je fais ça, il y a une période d'idéation au début, où on pense à nos idées. Il y a une période où on présente nos idées aux clients puis à l'entreprise. Puis après ça, il y a une fois qu'on a présenté nos idées, ben, il faut ensuite les prototyper. Donc là, on rentre dans le prototypage de mécanique de jeu avec toute l'équipe de programmation, avec les artistes. On crée les mécaniques, puis on teste qu'ils sont agréables. Puis ensuite, une fois que ça c'est fait, on bâtit les niveaux. Puis on bâtit le jeu au complet, on le teste, on enlève tous les bugs dans le jeu vers la fin, puis on ship. Donc, ça, là, on parle d'une période de 18 mois. Donc, le travail d'un directeur créatif est appelé à changer beaucoup au cours des mois. Ça fait combien de temps que tu fais ce travail-là? Ça va bientôt faire 12 ans que je suis dans l'industrie du jeu vidéo. J'ai commencé en 99, en janvier 99 plus précisément. Et puis, j'ai commencé comme concepteur de jeux junior à la base. Donc, je commençais à... Mais c'est surtout parce que j'avais des compétences en illustration. Avec un peu plus indépendante, là? Oui, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais passé par un programme de graphisme qui m'avait donné des bases pour pouvoir travailler là-dedans. Mon cheminement m'a amené à aller étudier à Toronto, à Montréal, aux États-Unis, et tout ça dans des programmes qui étaient connexes. J'ai étudié en film d'animation, en communication graphique interactive, etc., etc. Mais je dessinais beaucoup et donc j'ai pu préparer un dossier qui montrait que je pouvais avoir des bonnes idées pour créer des jeux vidéo. Et là, on m'a engagé comme ça. Et avec le temps, ben là, mon travail a évolué. J'ai éventuellement, j'ai été illustrateur, concepteur. Je suis devenu chef textureur, qui est un terme pour finalement appliquer des textures dans le jeu. J'ai travaillé sur le scénario. Je suis devenu directeur artistique, responsable de projet en design aussi. Donc là, de certains projets à l'autre, je suis passé de concepteur de jeu à directeur artistique jusqu'à ce que je devienne directeur créatif chez Binox, et ça, c'est depuis 2005. 2005. Donc, et depuis les 5 dernières années, c'est le rôle que j'ai occupé, jusqu'à ce que je prenne une décision, pour plusieurs raisons que nous n'expliquerons pas ici à la caméra. J'ai pris une décision, en fait, dans laquelle je me sentais plus à l'aise de poursuivre ma carrière en me consacrant à l'artistique, donc en devenant directeur artistique. Voilà. Tu nous as dit que tu avais étudié à Toronto. Yes. Pour les personnes qui peuvent être intéressées par ce domaine-là, peux-tu nous dire c'est quoi qu'il faut comme cours secondaire ou cégep pour certainement que je peux te dire. Un des éléments les plus importants, surtout dans mon domaine, puis ce qui m'a permis de franchir des étapes, puis disons, monter dans les hiérarchies de l'entreprise, des entreprises de jeux vidéo, c'est ma connaissance de l'anglais. Donc, ce qui a fait une grosse différence, c'est que quand j'étais à l'école secondaire, je voulais apprendre l'anglais à tout prix. Et donc, en participant, par exemple, dans des programmes d'anglais enrichi, je lisais en anglais, on parlait en anglais dans les cours, donc en approfondissant, je regardais la télévision en anglais. Et ce qui est arrivé, c'est quand j'ai été au cégep et que j'ai eu l'occasion d'aller étudier à Toronto,
c'est parce que j'avais une bonne connaissance d'anglais et je n'avais pas peur de m'aventurer puis de partir là-bas. Donc, en partant là-bas, avec une connaissance de l'anglais qui était quand même de base, ben là, j'ai brisé la glace en tombant dans l'immersion complète. Mais c'est sûr que ce qui me donnait un avantage considérable, c'était l'anglais au secondaire. Ça a été un gros plus. Dans le fond aussi, avoir une connaissance de l'informatique vraiment de base ou plus approfondie, ça va être pas mal ou... Oui, ben en fait, c'est sûr qu'on parle dans mon domaine de quelque chose qui est plus artistique, sauf que c'est quand même un domaine de technologie. Donc, ce que je devais avoir comme compétence, c'est vraiment de connaître l'ordinateur. Vraiment, l'utilisation d'ordinateur se fait, et en fait, est omniprésente dans notre métier. Donc, moi, comme par exemple, mon mandat était de maîtriser les logiciels de dessin ou de multimédia qui devaient être appliqués. Donc, en ayant cette connaissance-là en informatique, c'est ce qui me permettait d'avoir un pas ou des compétences plus élevées que la moyenne pour être capable finalement de dire hey, ben moi je suis meilleur à utiliser mes logiciels de nouvelles technologies, donc je peux avoir plus de chances de me trouver un emploi. On va poser quelques questions parce qu'on a répondu une couple là-dedans. Les créations que tu es plus fier que tu as réalisées en tête, là? Spider-Man! Spider-Man Shattered Dimensions, voyons donc, c'est évident. Non, écoutez, il faut que vous compreniez, il y a plusieurs réalisations dont je suis fier au cours de ma vie, ça c'est sûr et certain. Et ça remonte aussi loin qu'au secondaire. Mais si on parle d'un cheminement de carrière, d'un point culminant, c'est vraiment le jeu Spider-Man. Parce qu'en fait, souvent on travaille dans l'industrie, et moi je travaille dans une industrie dans laquelle je travaille beaucoup sur des projets de jeux, mais de licence, qu'on appelle. Donc, par exemple, basé sur un film. Et souvent aussi, c'est des produits pour enfants. Et donc, pour les gamers, mettons, des gars comme ça, ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, les gens ont moins d'intérêt pour B-Movie avec un jeu dans lequel on y met la même passion et la même énergie. Mais là, Spider-Man, c'est toute une visibilité. Là, tout d'un coup, les gens en parlent et puis c'est devenu un gros projet. Donc, c'est probablement la réalisation dont je suis plus fier dans ma carrière. Ça, c'est sûr. Il y a un autre projet dont je suis très fier que j'ai fait quand j'étais à Montréal, à ce moment-là, quand j'étudiais pour une compagnie, quand je travaillais pour une compagnie qui s'appelait Arduino. Il y a un projet de développement original, entièrement conçu, un univers créé par nous, qui s'appelait Scalar. C'est un projet qui est passé relativement obscur au Québec. Je pense qu'il y avait 2 copies en magasin. Mais tout ça pour dire que je suis vraiment très fier de ce projet-là aussi dans mes réalisations, disons, dans ma carrière. Mais sinon, je pense que Spider-Man est vraiment le plus gros projet. C'est bon. Est-ce que les cours de sciences et technologie, ça t'a aidé, comme tu l'as dit tantôt, ça t'a aidé à... Oui. Ben oui, c'est sûr, en grande partie. Il y a une chose qu'il faut dire quand même. Quand j'étais à l'école secondaire, c'était important pour moi de réussir dans toutes les matières. Donc, malgré que j'avais un penchant pour l'art, l'illustration, puis je voulais m'en aller en graphisme, je savais l'importance de bien maîtriser des matières comme les mathématiques, la chimie, etc. Même je pense que maintenant ils ont mergé ça, mais à l'époque on avait chimie et physique. Vous avez encore ça? Bon, ok, donc on avait tout ça. Et oui, parce que je voulais bien comprendre ça, c'est développer son esprit d'analyse, c'est maîtriser finalement finalement un langage, un discours qui peut être utilisé dans le domaine du jeu vidéo, plus spécifiquement en programmation. Et donc ça, pour quiconque veut faire des jeux vidéo, un penchant vers les mathématiques et la programmation, ça c'est définitivement, c'est un must. C'est nécessaire pour réussir à percer dans ce milieu-là, parce qu'il n'y a pas juste des artistes, il y a aussi des programmeurs, puis ça joue vraiment un rôle important. D'ailleurs, distinction, même dans le domaine de la programmation, il existe différentes facettes de travail. Parce qu'on a ce qu'on appelle les programmeurs de technologie. C'est eux qui vont vraiment bâtir le moteur de jeu pour faire un jeu. Donc, si on fait un moteur de jeu, par exemple, de tir à la première personne ou de jeu de stratégie, ben, ça prend une façon de coder le moteur de jeu d'une façon particulière. Mais aussi, on a des programmeurs d'outils. Et là, les programmeurs, c'est ceux qui vont travailler à bâtir des outils pour les artistes pour qu'on puisse finalement créer nos jeux. Puis, il y a les programmeurs de jeux. Et là, les programmeurs de jeux, c'est ceux qui sont sur le plancher en production avec les artistes et qui développent finalement toute, par exemple, l'intelligence artificielle des personnages, l'assignation des boutons sur la manette, le comportement finalement d'un boss ou finalement juste les mécaniques de jeu qui font que une boîte va exploser, va te donner de l'énergie, ou etc. Toutes ces règles-là qui régissent le jeu, ben, c'est les programmeurs de jeu qui le font. Donc, il y a un éventail de possibilités en jeu vidéo pour ceux qui s'intéressent à la programmation. Mais
petite anecdote, pour vous dire à quel point quand même je jugeais que c'était important, c'est que même à l'époque, mon professeur de chimie était très attristé d'apprendre qu'au secondaire 5, quand j'ai fait mes choix, j'avais pris journalisme, art plastique et histoire. Donc là, il était déçu, mais bon, tout ça pour dire quand même que je lui avais expliqué mes motivations, mais j'avais quand même approfondi ces matières-là jusqu'à très loin dans mon secondaire. Dans 10 ans, tu te vois où dans le domaine du jeu vidéo? Hey, bonne question. Je me vois pas mal où je suis rendu. Je dois avouer qu'on est dans une situation, je suis dans une situation où j'ai été très choyé dans ma carrière, où j'ai pu rapidement gravir les échelons puis atteindre pas mal le summum le summum du pouvoir créatif. C'est-à-dire quand on est rendu où je suis rendu, j'ai l'occasion de pouvoir participer tout de suite à l'élaboration des jeux, des idées. Je me vois où dans 10 ans, ben, je me vois continuer la même chose, mais ce qu'on espère, nous, faire chez Binox, c'est vraiment faire les meilleurs jeux possibles dont les gens vont se souvenir. Donc, si je suis encore ici, puis qu'on réussit à faire des jeux dont les gens parlent, ça va être ça, maintenant, c'est ce que j'espère le plus accomplir. Ah oui, en passant, j'ai 35 ans. Ouais. Je m'en vais sur mes 36. OK. Y a-t-il d'autres questions? OK, une petite dernière question, deux petites dernières. Penses-tu qu'il y a assez de main-d'œuvre pour les compagnies de jeux vidéo qui viennent s'installer ici à Québec? Ah oui, oui, absolument. En fait, oui, il y a beaucoup d'écoles. Ce qu'il faut dire, là, juste pour quand même, là, je disais que j'avais 35 ans tantôt, ça commence à me sentir vieux, là. Mais si on recule en 92, ça c'est l'année où j'ai gradué de l'école secondaire, il n'existait pas d'école de jeux vidéo. Il n'existait pas d'école de programmation en jeux vidéo. En fait, c'était quelque chose qui n'existait pas. Donc, c'est particulier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, ça existe. Pour les étudiants comme vous qui sont à l'école secondaire, il est possible ensuite de se dire je veux travailler dans l'industrie du jeu vidéo, c'est à quoi j'aspire. Et ce qui arrive, c'est que je dirais que le danger est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de postes pour tous ceux qui voudraient travailler dans l'industrie, parce que comme n'importe quel domaine, c'est contingenté. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de places limité. Quand un studio ouvre ses portes, puis qu'il y a beaucoup de postes qui s'ouvrent, c'est tant mieux, mais à un moment donné, les studios peuvent atteindre leurs limites, et c'est pas aussi gros, par exemple, que tous les bureaux d'avocats qui peuvent exister. Donc, ce que ça fait, c'est que, oui, la main-d'œuvre, on peut en trouver, et il y a toujours des étudiants qui sortent de chacun des programmes de formation, là, donc oui, absolument, il y a de la place pour. C'est tout? C'est tout? Pas agréable. Bon. On vous remercie pour ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Enchanté. Merci. All right. Bon. Break 'em. Waking up